Salut à tous. Si votre équipe jouait en JP Elite la saison dernière, vous avez une chance sur deux qu'elle soit qualifiée en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et oui, il y avait 18 clubs au départ du championnat de France 2019-2020 et 9 d'entre eux disputeront une Coupe d'Europe à la rentrée. Les clubs français à l'assaut du continent, c'est l'objet de notre débat du jour. Je suis Gaëtan et je suis ravi de vous retrouver pour en parler avec nous. Aujourd'hui, les rédacteurs de bibasket.fr. Dans l'ordre, Gabriel, Vincent et Boris. Salut les gars. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Salut Salut. Gaëtan, salut l'équipe. On va commencer, si vous le voulez, par rappeler rapidement qui est qualifié et qui jouera quoi à l'aide de ce petit tableau tac qui s'affiche sur votre écran. Alors, on a au sommet de la pyramide l'Asvel qui va disputer l'Euroleague. En Eurocoupe, Monaco, les Metropolitans de Boulogne, Levallois, Bourg-en-Bresse et Nanterre. Et enfin, la Basketball Champions League de la FIBA avec Dijon, Limoges, Strasbourg et Cholet qui devra passer par le tour préliminaire. Messieurs, je vous propose de scinder cette petite émission en trois parties avec d'abord un focus sur l'Asvel, notre représentant en Euroleague. Ensuite, de passer sur un petit débat à savoir qui de la Champions League ou de l'Eurocoupe est peut-être considéré comme la C2 aujourd'hui. Et enfin, un petit focus sur Cholet et Bourg. Cholet parce que ça faisait quelques années qu'ils n'avaient plus disputé l'Europe. Bourg, ce sera une grande première, donc on voulait y passer un peu plus de temps sur ces deux équipes. Attaquons sans plus tarder avec l'Asvel qui va disputer la deuxième saison consécutive dans la plus grande des compétitions européennes, l'Asvel de Tony Parker qui a déjà très très bien avancé, voire quasiment bouclé son recrutement pour la saison prochaine. Et on va commencer par parler de ça. Boris, par exemple, ton avis sur ce recrutement, est-ce que c'est une équipe standing Euroleague que s'est constituée l'Asvel cette intersaison? Le recrutement, il est intéressant. On voit que dans la lignée de ce qui a été fait l'an dernier, l'objectif, c'est d'avoir une rotation qui est longue, ce qui est nécessaire pour pouvoir exister en Euroleague, notamment du fait de la formule actuelle avec beaucoup, beaucoup de matchs de saison régulière. Donc oui, l'équipe, elle est de standing Euroleague. Après, je pense qu'on en rediscutera sur ce à quoi elle peut prétendre et le calibre de l'équipe. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Je trouve que l'équipe est peut-être même encore plus dense que l'année dernière, même s'il y a eu des départs. Mais en termes de densité sur les différents postes, c'est peut-être même un poil au-dessus. Donc oui, je suis plutôt confiant et surtout excité de voir ce que ça pourra donner l'an prochain en Euroleague. Ouais, une équipe très dense. Il y avait déjà un gros noyau de joueurs sous contrat, un noyau auquel sont venus s'ajouter beaucoup de recrues de qualité. Vincent, parmi toutes ces recrues, est-ce qu'il y en a une, deux qui retiennent particulièrement ton attention où tu t'es dit, waouh, là, quand même, on a hâte de voir ce que ça peut donner? Juste avant, j'étais en train de regarder un petit peu des highlights d'Aleric Freeman pour voir un peu le phénomène. Il y a ce joueur-là que j'aime beaucoup. Il était à plus de 18 points de moyenne avec Bursaspor en Turquie. Une pointe à 30 points contre la WFS, qui était peut-être la meilleure équipe turque l'année dernière. Donc, il y a un arrière au Qui est un profil arrière, c'est ça. scoreur. Exactement. Poste 2. Il a un vrai bras. Il a 43% à 3 points avec un gros volume de shoot. Et puis assez athlétique dans le sens où il aime bien aller au défi physique près du cercle pour terminer. Voilà, souvent aller se frotter au gros pour et une bonne finition. Et puis, donc j'aime bien ce joueur. Je suis assez hypé de voir ce qu'il peut donner en JP Elite et puis en Euroleague évidemment. Et puis, j'aime bien Kevarius Hayes aussi. C'est vrai que c'est un jeune joueur, un gros prospect. 23 ans. Donc là, on est sur un poste 5 qui vient numériquement pour remplacer Tony Ejekiri. Et je pense qu'on va avoir un petit peu le même type de progression, c'est-à-dire que la l'ASvel l'aura l'année prochaine et en fonction de ce qu'il va donner, il y a moyen qu'il signe directement dans une grosse équipe l'année d'après. C'est comme ça que je vois son évolution, en tout cas. Gabriel, ton avis sur ce recrutement? Il y a aussi encore une grande mise en avant des joueurs français, hein, cette idée de French Team avec la venue aussi du pivot Mustapha Fall. Oui, je pense que le club a gagné en crédibilité, que ce soit pour un joueur comme Mustapha Fall qui avait jamais passé finalement le cap de l'Euroleague et d'autres comme Kevarius Hayes justement. Ils se disent que ça peut être un bon tremplin pour eux d'aller à l'ASvel, mais aussi d'aller dans une équipe qui joue pas seulement le bas-fond du classement de l'Euroleague. Je crois que le programme est assez sérieux. Voilà.
je trouve que cette raquette, en tout cas, elle est vraiment très dense. On a Gershon Yebouzélé, je pense que c'est quand même quelque chose de très important qui a signé sur place. Sachant que Livio Jean-Charles sortait vraiment d'une très belle saison. Ça fait vraiment un poste 4 vraiment très dense. Alors, il y a des joueurs qui seront capables de se décaler sur le poste 4, comme Kayudi, et sans doute comme une autre recrue. Et après, voilà, Kevarius Hayes, effectivement, je trouve que c'est un bon coup, parce que Mustapha Fall, il va certainement jouer sur un temps de jeu. Il est très efficace, mais il joue sur un temps de jeu limité. La grosse force de Fall, je trouve, c'est évidemment on peut facilement le trouver dans la raquette, mais sa capacité à ressortir les ballons. Hein. C'est un joueur qui tournait après 3 passes décisives. À Chalon aussi, il était très bon passeur. Il y avait des scoreurs autour de lui, on se rappelle avec notamment Cameron Clark. Enfin bref. Et donc Hayes qui est signé pour un salaire vraiment très très raisonnable aussi, va rentrer, va secouer tout le monde, etc. Il a vraiment une densité physique, une intensité exceptionnelle. Et puis voilà, Il est il se dit, sacrément explosif. Hein. Ça voilà, monte vite et très fort. Hein. explosif, 2,6 contre par match en Italie. Voilà, c'est un joueur qui est jeune, qui a progressé chaque année, même à Florida, et il devrait le faire encore avec l'Asvel la saison prochaine. Entre lui et Fall dans la raquette, bon, qui joueront pas ensemble, mais je veux dire, tu peux avoir à peu près 40 minutes où tu as quand même deux gros contreurs sur le terrain. Voilà. Et Hein. puis Et Bako qui progresse, qui est capable d'apporter au moins 10 minutes en Euroleague. Voilà, je vois bien Fall entre 15 et 20, Ace aussi, et puis après 10 minutes pour Bako. Et franchement, c'est dense, sans oublier Yabusele qui, sur une équipe plus mobile en tout cas, plus small ball, peut jouer aussi 5. Donc ça donne beaucoup d'options au nouveau staff. Ouais, je veux juste ajouter, c'est vrai qu'il en a parlé un tout petit peu, Gabriel, en parlant de Mustapha Fall qui découvrait l'Euroleague. À la limite, sur le recrutement, c'est le seul petit bémol de la SVL, c'est que les joueurs dont on a parlé, Aleric Freeman, Kevarius Hayes et Mustapha Fall, ils vont découvrir l'Euroleague. Donc il y a toujours cette petite interrogation de savoir ce que ça va donner, mais on l'a vu l'année dernière, Tony Jekiri s'est quand même très bien adapté, par exemple, à l'Euroleague. Donc c'est le petit bémol de manque d'expérience à ce niveau-là. Après, c'est le Justement, lot aussi de ce type d'équipe, de Bien sûr. ce standing. justement, la saison passée, donc la saison du retour au plus haut niveau européen pour l'Asvel, a été 15e au moment de l'interruption du championnat. Ça avait commencé fort et elle patinait un peu plus là, sur la deuxième partie de saison avec 10 victoires pour 18 défaites au total. Alors les playoffs n'étaient pas très loin, ils étaient à 3 victoires, mais quand même, on sentait qu'il y avait un petit écart entre jouer les playoffs et voilà, être un peu plus dans le ventre mou fin du classement. Est-ce que, les amis, pour l'année prochaine, cette équipe-là, vous la sentez capable d'aller disputer les playoffs? Est-ce que c'est d'un niveau supérieur encore? Alors, il y a une chose qui, pour moi, est supérieure, c'est la capacité à créer du jeu. Ce qui manquait d'une part par l'effectif qui a été construit et de part par le style de jeu qui était demandé par Mitrovic. De tête, il me semble que c'était l'équipe qui faisait le moins de passes décisives, par exemple. Un style de jeu qui est très fermé, avec des systèmes offensifs un peu arrêtés. C'est pas forcément un jeu offensif très moderne et ça manquait de joueurs capables de créer. Et voilà, par exemple, Edwin Jackson, on va pas revenir sur le sujet, mais il était attendu pour du scoring. Edwin Jackson n'est pas un créateur. Là, on aura éventuellement des postes 2 qui peuvent créer du jeu. Alors Paul Lacombe, bon, il va pas faire que des backdoors, hein, il va aussi créer du jeu, mais aussi Freeman justement. Il y aura peut-être d'autres joueurs. Il y aura des joueurs un peu plus adroits, je pense. Il y a un poste 3 adroit qui est recherché notamment. Voilà, donc Norris Cole quand même aussi qui crée du jeu, hein, faut bien sûr le citer. Donc je pense qu'offensivement, l'équipe sera en tout cas d'un talent supérieur et elle aura plus de liberté pour pouvoir exprimer ce talent. Par contre, il faudra voir si sur l'intensité, sur la rigueur, sur la clé qui a permis en fait à l'Asvel de pouvoir avoir toutes ces victoires et ils seront aussi forts. Voilà. Maintenant, ça marche peut-être en temps parce que les équipes étaient surpris par ça. Deuxième des choses, au début, on accroche des matchs, on arrive, on est nouveau en Euroleague et vraiment, on nous dit de mettre de l'intensité, de frapper fort, de jouer dur. C'est nouveau et peut-être qu'on a un supplément d'âme parce que c'est nouveau. Je ne sais pas si sur la deuxième saison, ça aurait pu fonctionner. Donc, peut-être ce rééquilibrage avec une équipe plus capable de faire des choses offensivement, ça leur permettra d'être au moins aussi performants. Ça reste à prouver. Et effectivement, on parlait de densité tout à l'heure. Moi, l'impression que j'ai, c'est que potentiellement sur les spots, on va dire 9, 10, 11, 12,
c'est là où c'est plus fort que l'an dernier. Parce que typiquement, on va plus avoir un Charles Gallou. Potentiellement, d'autres joueurs sont dans des situations un peu floues, type Amine Noah, etc. Et ces joueurs-là qui étaient, on va pas se le cacher, un peu courts pour l'Euroleague, qui donnaient des minutes, mais qui étaient un peu courts, sont aujourd'hui remplacés d'un point de vue au moins numérique par des joueurs d'un talent, à mon sens, un peu supérieur. Et donc, les rotations en bout de banc sont plus costauds que que la saison passée. Moi, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un nouveau Charles Gallou dans l'équipe. Mais c'est pas sûr qu'il joue en Euroleague, par contre. Ouais. Il y aura peut-être aussi des 14e hommes. Oui. On verra. Mais bon. Et il y a une recrue, entre guillemets, dont on n'a pas parlé, qui découvre, c'est le coach TJ Parker, qui sera assisté ou pas vraiment, un rôle d'entraîneur associé, comme le dit Lasvel, pour Frédéric Fautoux. Un duo tout nouveau aussi, comme ça, pour une deuxième saison en Euroleague. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en attendez? Bah, on va dire, ouais, c'est vrai que c'est un duo, pareil, il y a un gros point d'interrogation sur ce que ça peut donner sur un niveau Euroleague. On rappelle que TJ Parker, il a pu faire quelques matchs pendant la grippe hivernale de Zvezdan Mitrovic, qui a peut-être eu le coronavirus avant l'heure, d'ailleurs, on ne sait pas. Donc, qui a pu avoir quelques matchs, mais après, c'était sur le Real. Je crois qu'il y avait eu le Fener, si je dis pas le pire, donc il tombait sur deux grosses. Le déplacement à Istanbul avec Voilà. l'Anadolu et puis le Fener, dans l'autre sens plutôt. Ouais, exactement. Voilà, une époque de l'année où c'est difficile de tirer des conclusions Non, sur sur le 4 matchs. coaching. Voilà. Mais c'est sûr que par contre, voilà, il y a un point d'interrogation sur le fait qu'on ne sait pas si ce duo va pouvoir step up à vraiment un niveau Euroleague. Savoir si TJ Parker a vraiment l'étoffe de prendre les rênes de la SVL tout au long d'une saison et non pas en remplacement de JJ Jackson il y a quelques années. Donc ouais, c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation et comme on parlait des joueurs qui ne connaissent pas pour tous l'Euroleague, sur le duo de coach, ça va être un petit peu nouveau aussi. Ouais, par contre, il y a un truc dont on est sûr, c'est que si l'équipe gagne, c'est parce que l'effectif, enfin, je dis pour les gens, hein, pour les commentaires, il faut s'attendre. Si l'équipe gagne, ça sera parce que l'effectif est bon, et si elle perd, ça sera la faute de TJ Parker et de Tony Parker parce qu'il a mis son frère en place. Bon, c'est difficile à décréter. Comment savoir quel est vraiment le profil recherché pour les coachs? Bon, si on en croit à Lasvel, par exemple, il y a des joueurs qui n'étaient pas prêts à revenir à Lasvel, ou il y a des joueurs qui n'étaient pas prêts à venir parce que ils n'étaient pas épanouis sur le long terme dans le système d'Amitrovic. Non, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, la crédibilité sportive de Lasvel est arrivée au moment où Mitrovic a pris l'équipe, voilà, avec le titre et la Coupe de France en 2019. Quelque part, vu que la saison ne s'est pas terminée, il a jamais échoué, même si c'était un peu chaud là sur le début de l'année et que Lasvel traversait une phase difficile. Donc, pour les gens, évidemment, le passage de Mitrovic sportivement restera comme une grande réussite et ça c'est sûr. Voilà. Donc, on va être dans son comparatif-là. Maintenant, est-ce que peut-être que cette nouvelle liberté que je viens d'évoquer va pas être bénéfique à Lasvel, voilà, et peut-être que le staff, c'est pas seulement un coach et qu'on va s'en rendre compte avec cette constitution du staff. Voilà, bon, franchement, évidemment c'est une grosse part de risque. Évidemment que ça peut se rater. Voilà, donc on peut pas tirer trop facilement des conclusions en amont, mais bon, c'est audacieux, disons. Sur une année Et quand même qui est charnière, je pense, pour la SVL, qui sera dans sa deuxième année de licence Euroleague et qui doit alors encore prouver qu'ils ont le niveau pour batailler, pas forcément se qualifier en playoff, mais en tout cas pour batailler au moins la moitié de saison et montrer qu'ils sont largement au niveau de l'Euroleague, voire voilà, du top 12, top 10, pour éventuellement se faire renouveler la licence. Ouais, juste pour compléter sur le coaching staff, à mon avis, le gros challenge de TJ Parker, ça va être plus dans son attitude, le personnage qui va devoir incarner. Le passage du rôle d'assistant, on l'a vu dans l'Asvel de la série notamment, qui était proche des joueurs, effectivement avec beaucoup plus de liberté, accordé au groupe, etc. Et là, passer dans le rôle vraiment du leader qui potentiellement a des choix
difficile à faire par moment, qui peut moins se permettre facilement de faire des cadeaux. Voilà, ce switch, il est, à mon sens, parfois un peu difficile à faire quand il y a la moitié de l'effectif qui était déjà là et qui a connu TJ Parker dans le rôle de l'assistant copain, entre guillemets, même si ce n'est pas réellement le cas. Et c'est cette transition-là qui est peut-être la plus difficile à faire au final. Les amis, on a parlé en détail de l'ASVEL et donc de l'Euroleague, le plus haut niveau européen, compétition à laquelle l'ASVEL participera à nouveau l'année prochaine. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant au niveau en dessous, la C2, et de vous lancer sur un petit débat, parce que jusqu'à très récemment, le débat de savoir quelle Coupe d'Europe était la C2, c'est-à-dire considérée comme la deuxième meilleure compétition européenne, mais ce débat, il était assez vite tranché quand on regardait le niveau des compétitions, le niveau de jeu, j'entends, le prestige des équipes qui participaient. L'Eurocoupe avait avait ce statut de C2 et la BCL, la Basketball Champions League, était considérée comme une C2 bis au mieux, voire une C3. Mais l'écart entre les deux a diminué. Aujourd'hui, la question est beaucoup plus ouverte et on voit même des équipes qui hésitent au moment de choisir entre les deux quand elles ont le choix de s'engager dans ces compétitions. Et c'est notamment le cas de Limoges. J'aimerais qu'on commence par ça pour essayer de voir un peu comment le rapport entre ces deux compétitions a évolué. Avec toi, Gabriel, Limoges qui disputait encore l'Eurocoupe l'année dernière et qui s'est engagé pour 3 ans en faveur de la BCL. Qu'est-ce qui motive ce choix? Est-ce que la BCL a changé de dimension? Alors oui, je pense qu'elle a changé de dimension. En cette période d'incertitude économique, le fait qu'elle ait des dotations financières supérieures, c'est vraiment un atout, on va dire, parce que évidemment les clubs rentrent plus dans leurs frais. Voilà, je pense qu'en plus, quand tu étais Limoges et que tu te dis, avant moi, il y a Vilnius, Bilbao, Darusafaka qui sont entrés, Galatasaray aussi, tu te dis, effectivement, ils gagnent du terrain sportivement. Donc, voilà. Et après, il faut regarder ce qui s'est passé avec Limoges ces 3 dernières années. Ils ont choisi l'Eurocup. Ils arrivent 2 fois à aller au top 16, mais sans vraiment jouer le top 16 derrière, parce qu'ils se qualifient de justesse et puis ils sont dans une poule qui est très difficile et au bout de 2 matchs, ils ont perdu et on voit qu'ils n'iront pas plus loin, sachant qu'ils ne gagnent pas, ils gagnent moins. Voilà. Et puis en BCL, tu as 14 matchs, donc tu as 4 matchs de supplémentaires. C'est quasiment l'équivalent de la phase de poule plus du top 16, puisque c'est 10 plus 6. Donc, ça, franchement, voilà. Et puis, il y a pas mal d'autres petits aspects, comme la visibilité sur les réseaux sociaux qui est nettement supérieure. Il y a la BCL, on peut se dire qu'ils ont eu des nouveaux investisseurs avec un groupe américain cette année, donc ça laisse augurer peut-être des nouveaux qui organisent la BCL, mais aussi à créer une coupe continentale, du coup la balle en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud. Ils disent que c'est quand même une nouvelle stratégie de la FIBA Monde que de vraiment avoir des coupes de clubs continentales de plus en plus fortes. Voilà, plus le modèle économique de l'Euroleague qui est toujours pas, on va dire, satisfaisant. Ça fait quand même pas mal de points en faveur de la BCL. Boris, un peu sur le même credo, c'est difficile de voir qui est la C2 entre les deux, Estier-Labourg? Alors, je pense qu'Estier-Labourg, effectivement, les dynamiques s'entrecroisent un petit peu. La BCL est sur une dynamique positive, avec notamment, comme le disait Gabriel, l'arrivée de nombreuses équipes prestigieuses. Il y a, grosso modo, si on met de côté le Fener et Anadolu, toutes les grosses équipes turques qui arrivent en BCL. Il est question, on verra si ça se confirme, que le Pana potentiellement joue la BCL. Tout ça, effectivement, ça va en faveur de la compétition de la FIBA. Et effectivement, d'un point de vue financier, aujourd'hui, c'est plus intéressant. Néanmoins, je pense que d'un point de vue du niveau de jeu à date pour la saison qui va arriver, l'Eurocup a encore un petit cran au-dessus. Parce qu'il y a quand même des grosses équipes qui sont toujours là et la compétition qui a que 24 équipes est un peu plus dense aussi. Et donc, je pense que le niveau de jeu est un peu plus élevé avec des équipes comme Malaga, des grosses équipes allemandes comme Ulm, Onyx Kazan, etc. Donc, je pense que le niveau, même Monaco, hein, je pense que le niveau est légèrement plus fort encore sur l'Eurocup, mais que l'avenir est plutôt en faveur de la BCL et que très rapidement, d'ici 1 ou 2 ans,
la BCL va vraiment prendre cette place de deuxième Coupe d'Europe. La force de l'Eurocup, c'est en fait, c'est que tu es obligé de jouer en Eurocup si tu veux jouer en Euroleague un jour. Donc le Partizan veut jouer en Euroleague, la Virtus Bologne veut jouer en Euroleague, Monaco veut jouer en Euroleague. Donc comme l'Asvel avant, et comme l'Asvel a quitté la BCL en 2017 pour l'Eurocup, ils quittent la BCL pour aller en Euroleague à terme, et donc ils sont obligés contractuellement de passer par l'Eurocup. Et puis l'Eurocup, quand on est champion, on va jouer en Euroleague. Donc il y a ça comme force. Et comme tu citais l'Unix Kazan, bon, c'est pas officiel, mais il y a un deal entre l'Euroleague et la VTB League. C'est-à-dire que si la VTB League a une place en plus en Euroleague, c'est pas le champion parce que généralement c'est le CSKA Moscou et le finaliste c'est le VC Khimki Moscou. S'ils ont cette place, ils doivent donner leurs 3 équipes suivantes à l'Eurocup et pas à la BCL. Donc c'est un deal qui est assez connu. J'ai demandé à l'Euroleague, ils m'ont pas confirmé, mais bon, sans infirmer non plus. Donc voilà, ça donne quand même 3 forces d'équipe de VTB League, qui est quand même la deuxième compétition la plus relevée d'Europe après la Ligue NDSA, plus cet attrait pour l'Euroleague de la part des clubs ambitieux. Et donc ça donne ça. Mais quand tu regardes le reste des équipes, là on prend les équipes par exemple turques, il faut aller chercher le 11e, le 15e. Francfort en Allemagne, ils étaient très mal classés, etc. Donc la densité est quand même vraiment en train de diminuer. Voilà, puis Badalone en Espagne, Bilbao était quand même mieux classé, Saragosse était mieux classé. Donc bon, c'est clairement l'avantage, pardon, de couper de la BCL, c'est que les équipes sont les mieux classées. On n'a peut-être pas des noms plus ronflants, mais les équipes sont mieux classées. J'ai noté, du coup, pour être précis, comme tu disais, Gabriel, en Turquie, les équipes qualifiées en Eurocoupe, c'est Bursaspor 10e et Basaksehir 14e. Donc, et puis en Espagne, la Juventud Badalone, ouais, c'était 12e, Grande Canaria 11e. Donc c'est des équipes qui sont assez loin. Mais c'est là où je suis d'accord avec Boris, où pour moi, je mets encore l'Eurocoupe en C2. C'est qu'étant donné que c'est des clubs qui ont, pour certains, l'objectif de rejoindre l'Euroleague, on a encore des noms un peu plus ronflants de ce côté-là. Voilà pourquoi, pour moi, ça fait de la C2. Et d'ailleurs, on a des équipes en Euroleague, Valence, Vitoria, ils sont 7-8e en Espagne. Hein. Donc des noms ronflants, on n'est pas toujours bien classé en championnat. Pour moi, l'Eurocoupe est encore la C2, mais ça joue à plus grand-chose. Et qu'est-ce qui fait, si on reprend l'exemple des clubs français, que par exemple Monaco reste fidèle à l'Eurocoupe, que les Metropolitans aussi préfèrent s'engager en Eurocoupe, et Dijon, à l'inverse, va en BCL? L'Euroleague. Monaco veut jouer l'Euroleague, les Metropolitans veulent jouer l'Euroleague, ils le disent. Il faut qu'ils aillent avec l'Eurocup, sinon ils ne joueront jamais l'Euroleague. Dijon, par contre, ils sont par rapport à l'Euroleague. Je ne pense pas qu'il va s'intéresser au marché de Dijon, sans vouloir dénigrer l'impact économique de Dijon, mais bon, la métropole de Dijon. Mais je pense que voilà, c'est une compétition qui est faite pour ça, et ils peuvent être compétitifs dans cette compétition, ils peuvent se développer dans cette compétition, et donc il y a cette logique sportive. J'ai une petite question comme ça, pour vous répondez tous chacun votre tour du tac au tac. Est-ce que vous voyez une équipe française en mesure éventuellement de remporter l'une de ces deux C2 la saison prochaine? Non. Je ne pense pas. Monaco, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Non. Voilà. Ils ne sont pas partis a priori pour être encore plus forts sur le papier. Il y aura quand même de belles équipes en Eurocup. Voilà. Après, si Dijon est vraiment exceptionnel, pourquoi pas, mais il y a quand même une concurrence qui s'élève aussi en BCL, et puis il faut avoir les reins solides pour aller jusqu'au Final Four et s'imposer. On a vu Monaco en 2018, ils sont allés en finale, mais bon, c'était quand même costaud là que Athènes et les équipes qu'ils ont affrontées. Donc on part plutôt, on va dire que ça sera une bonne surprise si ça arrive. Boris, juste un petit mot pour finir là-dessus. Je sais pas, les métros en Eurocup, est-ce que ça peut aller loin par exemple? Est-ce que c'est trop juste?
Non, je pense pas. Monaco, il faudra voir l'effectif parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est quand même une équipe qui a toujours bien figuré en Eurocup. De là à la gagner, je ne pense pas. En revanche, à voir, mais je me dis qu'en BCL, une équipe qui fasse un petit run et un petit parcours sans forcément aller au bout parce que à la fin, effectivement, sur un format Final Four, je pense qu'il y a des équipes plus talentueuses, mais faire un petit run potentiellement, peut-être accéder à un Final Four sur une BCL, c'est pas inenvisageable. Alors, sur d'autres compétitions par le passé, on a vu notamment Nanterre super bien figurer et en remporter. Donc, pourquoi pas un joli parcours. À voir ce que Strasbourg peut faire sur une saison qui était décevante cette année, voir ce qu'ils peuvent faire l'année prochaine en BCL. C'est peut-être, voilà, Gabriel a parlé de Dijon, c'est vrai, si je devais mettre un petit billet sur une équipe en BCL, je choisirais peut-être plutôt Strasbourg, mais ça paraît compliqué, que ce soit en Eurocup ou en BCL, d'avoir une équipe française qui gagnerait, je pense. Bon, Moi, messieurs, je vois pas les métropolitanes, je les trouve. Je sais pas, j'ai du mal à voir la complémentarité de l'effectif pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Monaco a réussi avec pas mal de joueurs qui avaient une culture, on va dire, européenne, qui connaissaient l'Eurocup, qui avaient des références dans ces compétitions. Là, Métropolitane se construit une équipe où il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont dans ce cadre-là. Je vois qu'il y a beaucoup de scoreurs. J'ai un peu du mal. Et puis en plus, il y a beaucoup de scoreurs, des joueurs talentueux. Et le coach, je ne sais pas trop non plus. Donc, pareil, ça serait une belle surprise si ça marchait. messieurs, pardon. Messieurs, je vous propose maintenant de passer sur notre troisième thème, celui consacré à deux équipes, l'une qui fait son retour au niveau européen, Cholet, et une qui va le découvrir, Bourg-en-Bresse. Ce sont des équipes qu'on n'attendait pas aussi haut au classement en Jeep Elite la saison dernière. Tiens, Gabriel, restons avec toi. Pour des équipes comme ça, c'est une bonne nouvelle. L'Europe, elles ont les reins, elles ont la dimension pour les jouer là. Alors, je pense que c'est deux équipes qui avaient besoin de cette nouvelle dynamique. Cholet, ça faisait longtemps et on a vu qu'il y avait un certain retour avec Herman Kunter, le fait que l'équipe soit à peu près compétitive, que la salle se remplisse. C'est un club qui a vraiment une culture de la Coupe d'Europe et je pense que c'est une bonne chose qu'ils puissent y retourner. Pour le coup, leur couillage est vraiment en BCL et c'est là qu'ils vont pouvoir s'exprimer. Ils sont sûrs d'avoir 14 matchs. Comme il y a 32 équipes, bah aussi forcément, il y a des équipes potentiellement plus accessibles. Avec un Voilà. tour préliminaire à passer Et d'abord. eux, ils ont le tour préliminaire à passer. Voilà, c'est ce qu'a refusé la Gielbourg. Et on peut comprendre que voilà, c'est difficile, ne serait-ce que quand tu construis l'équipe, tu ne peux pas avoir la certitude d'offrir cette Coupe d'Europe aux joueurs. Et donc, ils avaient besoin, la Bourg a préféré, plutôt que de passer par un tour préliminaire en BCL, aller en Eurocup. Voilà, c'est une bonne chose pour eux aussi. Ils ont pu progresser, s'affirmer un peu dans le top 8, même s'ils n'ont jamais fini en fin de saison pour l'instant du championnat de France. Maintenant, attention à l'équipe qu'ils vont faire. Alors, il y a peut-être des annonces qui vont être faites après la réalisation de cette vidéo. Voilà, mais bon, Zachary Peacock, Zach Wright, c'est des joueurs qui ont un certain âge. Il va falloir qu'ils puissent enchaîner 2 matchs par semaine. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas trop les contours de l'équipe. Et voilà. Après, c'est sûr que le bassin économique et le public de Bourg va être très heureux et ça risque de faire de nouvelles recettes, etc. Mais bon, sportivement, ça peut être difficile. Et Boris, poursuivons avec toi. Je sais plus, je crois que c'est Julien Desbottes, le président, qui disait que l'Eurocup avait été séduit par les installations de Bourg, Equinox, la stabilité, le côté club voilà, qui se construit patiemment. Ça aussi, ça compte pour bien figurer à long terme dans ce genre de compétition. Oui, et pour le coup, je pense que vraiment, cette première participation dans l'histoire du club à une Coupe d'Europe, c'est la récompense du très bon travail effectué depuis des années maintenant. À mon sens, Bourg, c'est probablement le club français qui travaille le mieux d'un point de vue global, j'entends, hein, pas simplement sur le sportif pur et dur, mais sur la structuration du club, sur les structures et les infrastructures, sur la formation, avec un projet cohérent et qui est salué par à peu près tout le monde. Donc clairement, c'est une récompense et c'est forcément quelque chose qui pèse dans la balance. Donc oui, après l'Eurocup, c'est une marche qui va être du coup haute avec
d'un côté l'avantage d'avoir des équipes prestigieuses qui vont potentiellement venir jouer à l'Equinox et donc des affiches de gala. Sportivement, effectivement, ce sera dur, mais ça peut aussi être un révélateur et permettre de se jauger dans l'optique des années à venir pour potentiellement derrière avoir l'ambition de continuer à se structurer, à grossir et à figurer de manière beaucoup plus importante dans les Coupes d'Europe et pas simplement comme le petit poussé qui découvre. Vincent, poursuivons aussi avec toi. La garantie de participer à une Coupe d'Europe, c'est un gros avantage aussi, on le sait, en termes de recrutement. Ouais, du coup, moi, j'étais d'ailleurs en train, pour Cholet, j'étais d'ailleurs en train de regarder un petit peu Abdoulaye Ndoye s'il s'était présenté ou pas à la draft, et je suis retombé sur un article de Basket qui disait que jouer une Coupe d'Europe pourrait éventuellement le faire rester. Alors, je pense que ça va être difficile pour Cholet de le garder, mais en tout cas, on a vu que Michael Stockton a déjà signé pour 2 ans. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour Cholet, et j'imagine qu'elle a été conditionnée à une qualification en Coupe d'Europe. Donc, on voit que oui, ça a un impact parce que les joueurs veulent quand même jouer ces compétitions, que financièrement, bah, évidemment, c'est des revenus de billetterie en plus, des dotations. Voilà, à chaque tour, on gagne un petit peu d'argent aussi à chaque fois qu'on se qualifie. Donc, j'espère vraiment que Cholet se qualifiera, passera le tour préliminaire pour avoir les 14 matchs dont parlait Gabriel. Et du coup, à l'inverse, je comprends le choix de Bourg, comme tu me disais, que c'est important pour un club. Bourg, ils ont préféré se passer de ce tour préliminaire, entre guillemets, qu'ils auraient dû jouer en BCL pour avoir des rentrées assurées, puisqu'ils sont sûrs de jouer l'Eurocoupe et les phases de poule. Donc oui, c'est important pour des clubs de jouer une Coupe d'Europe, ça c'est certain. Après, historiquement, il y a des clubs français qui ont joué le tour préliminaire de la BCL. Bon, c'était Nanterre, je crois. Ils avaient joué contre des équipes finlandaises où ils avaient gagné très largement, très facilement. Je ne sais pas si ça va changer, mais la part de risque existe, mais elle était quand même assez faible. Mais ça correspond. Enfin, de toute façon, je vaut mieux ça dans le sens où Cholet n'aurait pas eu la place en Eurocoupe, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que Cholet qui fait une bonne saison, qui termine 6e, ça aurait été dommage qu'ils ne retrouvent pas la Coupe d'Europe qu'ils ont quittée il y a une dizaine d'années du coup en Euroleague avec Herman Kunter déjà. Ouais, un petit mot peut-être finir sur ça. Cholet, il y a un passé quand même, il y a une histoire avec la Coupe d'Europe, quelques victoires prestigieuses aussi. Ça fait plaisir de voir un club historique du championnat de France réatteindre ce niveau de compétition, même si, entre guillemets, ce n'est que la BCL. Oui, c'est sûr. Donc, comme je disais, ils ont un passé. Ils avaient gagné l'Euro Challenge en 2009. Finaliste, pardon. Finaliste. Ouais. Finalistes en 2009. L'année d'après, ils sont en Euroleague. Ils sont éliminés au point average contre Lietuvos Ritas, je crois. Ça se joue à pas grand-chose. Une victoire de prestige contre le Fenerbahçe. Enfin, c'est vrai qu'ils avaient joué le Barça quasiment, peut-être pas les yeux dans les yeux à la Meiret, mais presque. Donc c'est des souvenirs de pas mal de supporters Choletais, ça c'est sûr. Et le fait de retrouver la Coupe d'Europe pour un club et un public comme la Meiret, ça fait plaisir pour le basket français. Et à l'inverse, enfin pas à l'inverse d'ailleurs, et de notre côté, Bourg, c'est vrai que d'avoir un club qui découvre, comme disait Boris, un club qui est structuré et qui le mérite. Je suis vraiment content pour les deux clubs, pour des raisons différentes, mais vraiment content parce qu'ils le méritent. Voilà, on est comme le public de la Meiret, on a hâte que la saison reprenne et de voir tous ces clubs français engagés sur le circuit européen. C'est tout pour aujourd'hui. Les pitchs gratuits. On vous dit ciao. C'était la running joke de Gabriel, les pitchs gratuits à Cholet. Ah, on espère qu'il y en aura. On va demander à Thierry Chevrier, livraison de pitch. Nous, on vous laisse là avec ou sans pitch et on vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube de Bibasket. Salut, à bientôt. Bon appétit. Ciao. Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.